Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouvel entretien essentiel pour lequel nous recevons aujourd'hui Richard Cross. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre visage n'est pas inconnu de nos lecteurs et téléspectateurs puisque vous étiez le coach de Popstar et de 3 saisons notamment de la Star Academy. Mais ce n'était qu'une partie de votre riche parcours qui a commencé par des études littéraires et médicales Mhm. et une formation de musique classique Formation de musique classique. qui vous a conduit à inaugurer, on peut dire en France, le métier, la fonction, la vocation de coach vocal. Comment tout cela s'est dessiné jusqu'à cette... Alors, mon enfance s'organise autour du piano au départ, comme beaucoup de gens qui font de la musique. Ça démarre par le piano. Je suis dans une famille de musiciens qui sont des violoncellistes, donc nous sommes dans un environnement musical qui n'est pas celui qui n'est pas toujours. Et j'ai eu de la chance par rapport à ça, d'être dès le départ sensibilisé. Et puis, à côté de ça, des études qui font qu'à 16 ans, j'ai le bac et je vais donc avoir fait du grec, du latin. Donc, j'ai une vision très littéraire et très philosophique. Voilà. Donc, au départ, c'est vraiment la musique et puis la formation littéraire et qui va m'amener au moment, après le bac, à basculer en médecine parce que je me posais des questions et comme j'étais encore trop jeune pour partir, puisque à 16 ans, on était mineur à l'époque, donc mes parents ne voulaient pas me laisser partir, donc je vais rentrer en médecine. Et la médecine, pourquoi? Parce que j'ai déjà une vision, même pour chanter, je me disais, je veux comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur du corps. Et alors là, vous faites quelques années de médecine en France, Mhm. le temps d'atteindre la La majorité, majorité, voilà. Et puis après, je et pars aux vous partez aux États-Unis. États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce qu'à l'époque, je privilégie beaucoup ma voix de contre-ténor. On est dans les années 70. Et la voix de contre-ténor, à l'époque, en France, n'est pas encore acceptée vraiment. Il y a pas de, on peut pas rentrer au conservatoire à Paris. J'avais essayé, mais on m'avait renvoyé en me disant non, c'est pas une voix, c'est pas possible. Il y avait de la Donc, place que pour les grands ténors il y classiques avait que ou pour les la version basses. classique du Hmm, ténor, du baryton ou de la basse, mais pas du contre-ténor. hmm. Donc je suis parti aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, on pouvait travailler cette voie-là. Sauf que en parallèle aux États-Unis, je vais faire des choses, je vais travailler cette voie, et puis finalement découvrir par le plus grand des hasards, à Palo Alto, qui est la fac de Stanford, dans laquelle il y a des séminaires qui vont m'intéresser et qui vont me permettre de découvrir toute une nouvelle branche de la psychologie qui s'appelle le cycle court des interventions, les psychothérapies brèves, comme on va dire, on va appeler ça après. Et je vais me passionner pour cette réflexion et qui va en parallèle à ma formation de chanteur venir m'enrichir. Et vous construire. Donc, on est dans les années 70. 70, En Californie, il y a c'est ça. tout un bouillonnement Il y a un bouillonnement intellectuel, extraordinaire. culturel. Et c'est là que vous découvrez l'hypnose Ericksonienne. ericksonienne. Alors, l'hypnose, on connaît pas toujours très bien. On imagine des spectacles impressionnants ou intimidants, mais en fait, c'est pas du tout ça qui vous Non, intéresse ce n'est pas dedans. cette dimension-là, bien entendu. Bien entendu que l'hypnose de spectacle, ça s'appelle comme ça, je la connais comme tout le monde. À l'époque, il y a Dominique Webb, il y a des gens comme ça qui, à la télé, pratiquent des spectacles très, très étonnants. Mais non, je vais être touché par le problème de la relation, la qualité de la relation. L'hypnose ericksonienne, c'est établir une relation spécifique qui, au départ, est organisée sur la thérapie, mais dont moi, à l'époque, je ne pressens pas encore ce que je vais en faire, mais je vois bien que ça m'intéresse pour comment on rentre en relation avec l'autre. Et finalement, ça va me servir plus tard pour le développement du coaching vocal. Mais au moment où je le fais, c'est vraiment pour mieux comprendre comment on communique avec les autres. Et c'est à cette époque aussi que vous découvrez la PNL, la Mmh. programmation neuro-linguistique, qui à l'époque est relativement confidentielle, Est en construction, et c'est ça. naissante. Je Ouais. vais rencontrer Bandler, avec qui je vais faire des stages, qui est un des co-créateurs avec Grinder, un des co-créateurs de la programmation neurolinguistique, la NLP ou PNL, selon qu'on le dit en français ou en anglais, et qui va être, on va dire, une vision très, très opérationnelle de choses qui étaient au départ un peu inscrites dans la réflexion d'Erickson, mais Erickson, déjà, il est âgé, il va mourir quelques années plus tard. C'est toute une réflexion qui aura traversé le siècle. Tandis que la PNL, effectivement, Grinder, c'est un mathématicien, je confonds toujours parce qu'ils sont deux, il y en a un qui est mathématicien et l'autre qui est linguiste, et ils vont travailler sur des processus de communication, finalement. Ça va m'intéresser aussi, je vais faire cette formation.
Et pour ceux qui connaissent pas tellement ce sigle barbare, comment vous le résumeriez? C'est un langage, Alors, une philosophie, programmation, ça veut dire que le cerveau est programmé. Ça, c'est la suite des travaux de Pavlov. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne par automatisme. Voilà, il y a des programmes automatisés. Neuro, que finalement c'est le cerveau, mais le cerveau ça implique tout le corps, puisque le cerveau c'est pas que la boîte crânienne, ça va jusque par les fibres nerveuses dans tout l'ensemble des cellules. Donc il y a une réflexion neurologique, et puis que tout ça est un langage qui peut s'organiser, se transmettre et se modifier, et qu'on peut donc intervenir sur la communication avec des outils, ce qui va effectivement me servir après dans la communication pédagogique, mais qu'à ce moment-là, qui est plutôt utilisé pour la thérapie et qui va devenir un outil pour la manipulation, mais la manipulation dite positive, c'est-à-dire que comment on fait pour optimiser au mieux notre rapport, notamment dans le rapport de vente, quand on est avec un vendeur, c'est parce que la PNL va être rapidement utilisée par les forces de vente pour optimiser la relation. Et aussi par la propagande politique, qui est une forme de marketing. Tout à aussi, fait, une forme de marketing. En elle-même. Et donc, ensuite, fort de ces expériences variées, complémentaires, je chante. En parallèle à ça, je chante, je fais carrière. Enfin, je commence une carrière de chanteur. Et puis, ce qui va se passer, c'est que tout à fait par hasard, je vais chanter notamment au Moulin Rouge de 80 à 83. Je vais, par ce biais-là, rencontrer des gens. Et en 84, une opportunité va faire que je vais être demandé par Annie Lennox du groupe Eurythmics. Et à partir de là, elle va me proposer de l'accompagner parce qu'elle a perdu sa voix, la fatigue de ces 3 ans de 80 à 83. C'est un groupe qui va tourner partout. Ils vont faire des tournées permanentes et il va falloir... elle a perdu un peu sa voix, elle me demande de l'aide et j'accepte de l'aider sans trop savoir comment je vais faire. Et finalement, c'est en aidant Annie Lennox que je vais peu à peu mettre en place quelque chose qui va devenir ce que j'ai appelé après le coaching vocal. Parce que quand les journalistes, quand le disque va sortir fin 84 et que ça va avoir un gros succès, elle va parler de moi. Donc les gens vont venir pour me dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait avec elle ?» Et j'ai dit « Je ne suis pas prof de chant, je suis coach vocal parce que c'est Annie Lennox. Je ne suis pas prof de chant, je ne vais pas apprendre à chanter Annie Lennox. Ouais. Mais je vais l'aider à retrouver un confort vocal. Et il fallait trouver un mot. Et c'est là que j'ai inventé ce mot. Enfin, c'est pas le mot que j'ai inventé, mais la manipulation de ce mot pour dire c'est du coaching vocal. Ouais. Et alors à l'époque, donc il y avait l'enseignement académique existait, mais il y avait pas tellement de fonctions d'accompagnement. Il y avait très peu de fonctions d'accompagnement. Voilà, il y avait très peu de fonctions d'accompagnement et le fait que la plupart des profs qui intervenaient étaient quand même formés au classique. Il y avait aussi cette réflexion qui était dès le départ importante, c'est que moi j'avais compris en travaillant avec Annie Lennox que mes comportements de chanteur classique n'étaient pas tous capables de répondre à ces questions. Il fallait donc réfléchir sur comment accompagner les chanteurs dans ce on commençait à appeler les musiques actuelles amplifiées. Qui était le terme officiel que l'administration Jack Lang commençait à poser pour parler des musiques non classiques. Du studio du studio des variétés aux comédies musicales dont certaines avaient triomphé dans les années 2000, comme Les 10 Commandements, Roméo et Juliette, qui ont bercé certaines générations, en passant par les émissions de télévision. Ou même l'accompagnement d'acteurs, pas forcément chanteurs. Oui, même des hommes politiques, même des présentateurs, des animateurs radio, télé. Le travail de la voix, je l'ai ouvert à dépasser, mon public a dépassé les chanteurs. Et qu'est-ce que vous avez préféré comme type d'accompagnement? C'est la relation qui prime. Exactement ça. Ouais. C'est la relation qui prime. C'est ça. Ce qui m'a intéressé, c'est la qualité de la relation, la façon dont je pouvais aider les gens, que leurs enjeux soient des enjeux purement chanteurs ou des enjeux de voix parlée, c'est la qualité de la relation. Puisque c'est justement ça qui est, je pense, pour moi, l'importance de mon métier. Ce qui me fascine, c'est de rentrer, de répondre à la demande de l'autre et de trouver le moyen de l'aider. Et des demandes qui, du coup, n'étaient pas seulement techniques. C'est un accompagnement... Alors,
Parce que la voix est tellement un voilà. instrument sensible, j'imagine que vous étiez un coach bien au-delà de Voilà, la technique c'est pure. qu'à un moment donné, on s'aperçoit, je ne savais pas au départ, mais je me rends compte que dans ce travail, et aidé par mes formations complémentaires, c'est sûr que j'ai un regard sur l'accompagnement vocal qui va bien au-delà de la voix. C'est ce qui a fait sûrement la réussite de mon travail, c'est que très rapidement, plein d'artistes viennent parce que je pense qu'ils se sentent portés aussi par quelque chose qui dépasse ce qu'on pourrait appeler le mécanique et qui va rentrer aussi dans la dimension symbolique. C'est-à-dire que moi, j'accompagne la personne, mais je m'inquiète aussi de comment elle vit tout ça. C'est pas uniquement comment elle manipule son ventre pour faire de l'air, pour fabriquer le son. Ça va plus loin. Mmh. Et les personnalités, dont certaines stars, il y a Michel Polnareff, Alain Chamfort, Michel Sardou, Vanessa Paradis, Zazie et beaucoup d'autres. On ne pourrait pas tous les citer. Est-ce que vous les avez parfois trouvés dans des situations de vulnérabilité extrême Oui, dans certains cas, oui. C'est vertigineux de perdre sa voix ou de perdre confiance en sa voix. Voilà, certains ont, par exemple, Julie Zenati m'a contacté dans une période de vulnérabilité très grande parce qu'elle avait carrément perdu sa voix. Donc ça, elle en a parlé. D'ailleurs, elle a fait une préface d'un livre que j'ai fait en 2008 pour expliquer ça, à quel point ça avait été pour elle sécurisant de pouvoir travailler, de récupérer sa voix. Après, il y avait beaucoup d'artistes, c'était pas nécessairement une perte de voix, mais c'était une fatigue vocale. Souvent, ce qui se passe dans des grandes carrières de chanteurs qui, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, je peux citer par exemple le cas de Morane, parce que ça a été ça avait provoqué à l'époque beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Quand Morane a dit je vais aller travailler avec Richard Cross, les gens ont dit mais attends, Morane, une grande chanteuse, pour qu'est-ce qu'elle a besoin? Et Morane expliquait très clairement que moi je lui avais apporté le confort vocal, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans de carrière, elle se fatiguait, mais sans savoir pourquoi, et que nous on avait réélaboré ses réflexes vocaux pour que tout devienne confortable. Et c'était ça l'essentiel de mon travail. Moi, c'est d'amener les gens à retrouver de la confiance et du confort. C'est ça. Et dans quelle mesure cet accompagnement a complété, nourri la vision de la santé au sens large entre le jeune bachelier partant aux États-Unis avec quelques années de médecine dans ses bagages et l'homme que vous êtes aujourd'hui et qui se retourne sur un itinéraire personnel et professionnel et qui nourrit des convictions fortes sur la santé. Il se passe un événement, c'est que quand je suis aux États-Unis, je vais être contaminé par le virus du siècle, qui à l'époque est le HIV, dont on ne connaît pas, bien entendu, le nom, on ne sait pas ce que c'est. Et bon, je passe les détails, mais quand la maladie se déclenchera, enfin, je le saurai avant, je vais savoir que je suis séropositif dès les années 82-83, mais c'est en 95 que la maladie va vraiment se déclencher, ce qu'on appelle le sida, avec la perte, avec des cancers opportunistes. Enfin, c'est une vraie situation. À une époque où on ne sait pas tellement le soigner. Où c'est très difficile, où on n'imagine pas s'en sortir. Donc en 95, on me donne un plan de survie qui est de 6 mois ou 9 mois. Donc en 95, personne n'y est capable d'imaginer que je serais là maintenant en train de parler à ce micro. C'est une évidence à l'époque. Je vais quand même m'en sortir pour plein de raisons, mais c'est sûr que tout ça va orienter ma réflexion, va faire que le coach vocal, après que je continue d'être au retour de cette histoire, va avoir une vision encore plus large sur la vie, la mort, l'accompagnement. C'est sûr que on sort de là, c'est pas anodin, on sort pas de là comme ça, ah tiens, je me suis sorti, je reviens à la vie. Non, on a une vision différente. Aujourd'hui, on vit avec le sida. Quand on est séropositif ou malade, on peut vivre longtemps bien traité, bien accompagné. Donc la donne a complètement changé en 30 ans. La donne a changé. C'est devenu une maladie chronique que l'on peut soigner, sur laquelle j'essaie d'intervenir avec une association pour montrer qu'on n'est pas obligé de prendre autant de médicaments tous les jours. Ça, c'est encore un autre combat que je mène actuellement depuis 2014. Mais au moins, oui, dans l'ensemble. Après, pour les pays occidentalisés, parce que dans d'autres parties de la planète, c'est compliqué pour se faire soigner. Je parle au Liban, j'ai des amis au Liban actuellement qui ont des grosses difficultés pour leur traitement. Comment font ces gens? C'est terrible. Donc, l'ensemble de la planète n'est pas égal face au sida. Le sida reste une malédiction dans les zones où on ne peut pas se soigner facilement. Oui, c'est un luxe de pays riches de pouvoir vivre avec. Et la santé est devenue depuis 1 an et demi pour absolument tout le monde, et pas seulement ceux qui étaient directement concernés ou intéressés comme vous l'étiez, envahi nos vies. Vous avez
un franc-parler, une liberté de ton sur tous ces sujets, notamment sur les réseaux sociaux, mais j'imagine aussi dans la vie, dans votre vie quotidienne, qui vous sort un petit peu des clous Un petit peu, par force, d'une parce certaine que doxa. quand on a travaillé pour sa survie, et on s'est donc penché sur la question depuis toujours du système immunitaire. Le système immunitaire, en plus, le sida étant une maladie d'affaiblissement, comme on dit, immunitaire. Donc, c'est sûr que le problème du système immunitaire se pose à moi depuis longtemps, que j'ai essayé de trouver des solutions. Et quand, à partir il y a 2 ans, on commence à être confronté à une pandémie, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à remonter leur système immunitaire, qui de toute façon est clairement en déficit parce qu'il y a la malbouffe, il y a la sédentarité, plein de raisons qu'on connaît, dont on parle depuis longtemps. Et plus personne parle de ça. On ne parle plus du système immunitaire, on ne parle pas non plus des traitements, alors que, quelles que soient les difficultés et puis les incertitudes sur les traitements, mais au moins en parler. Donc c'est vrai que oui, depuis 1 an et demi, j'ai été souvent surpris et j'ai manifesté parfois ma colère qu'on ne parle pas de ces choses-là. Vous avez notamment dit, je vous cite, « Ce qui me choque, c'est de voir prendre des décisions qui importent sur tous les êtres humains, comme si le corps de chacun n'avait pas une spécificité dont il faille tenir compte pour sa santé personnelle. » Tout à fait. C'est ce qui vous inquiète ou vous désole, oui, la mainmise de l'État, d'une sorte de normes qui s'imposent indifféremment? C'est exactement ça, c'est la mainmise sur le corps. Je pense, je fais partie de ceux qui pensent que ce qui se passe à l'intérieur de notre corps ne peut pas être soumis à un diktat politique et un diktat étatique. Quand j'étais enfant, pour plein de raisons, j'ai eu l'occasion d'aller en Union soviétique, parce que voilà, pour des raisons historiques, familiales. Et en Union soviétique, j'ai vu dans les années 60-70, je sais ce que c'est qu'un pays dans lequel même la personne elle-même est soumise au diktat politique. Et ça, je trouvais ça très inquiétant. Et je suis d'autant plus perturbé maintenant de voir que les démocraties européennes se retrouvent dans une situation liberticide qui est assez inquiétante sur le fait d'obliger des gens à mettre un produit dans votre corps. Ça reste pour moi franchement inquiétant. Vous avez déclaré également « Je m'inquiète de voir la société humaine s'engouffrer dans un tout chimique, en oubliant les leçons du passé ». Vous, par votre parcours, vous avez à la fois appris la médecine conventionnelle, traditionnelle. J'ai fait quelques années de médecine, alors non, pas traditionnelle, on va dire la médecine allopathique, la médecine conventionnelle. La médecine traditionnelle, justement, c'est autre chose, ce sont les médecines des traditions qui viennent du passé, et comme la médecine chinoise, tout ça. Donc non, oui, effectivement, j'ai fait un début de formation dans l'allopathie, ce qui m'a donné effectivement la capacité de lire les articles médicaux, d'avoir le langage, ça c'était bien. Mais à côté de ça, j'ai fait effectivement une formation en naturopathie, des formations en médecine que moi je préfère appeler complémentaire, même si beaucoup de gens parlent de médecine parallèle, mais ce qui m'embête. Alors je préfère alternative et complémentaire, parce que parallèle, elles se rejoignent jamais, ce qui m'inquiète. Et moi je suis pour D'ailleurs, il y a un nouveau service qui vient d'ouvrir en Suisse, enfin, où dans un hôpital suisse, on est en train d'ouvrir enfin un vrai département dans lequel il y a le croisement de toutes les formes de médecine et conventionnelle et alternative. Donc on doit aller vers ça. Pour moi, c'est le combat que je mène. Et ce que vous appelez le tout chimique, c'est l'excès de médecine allopathique, justement? Justement, c'est le fait de ne penser que la santé ne peut que se construire que sur des adjuvants chimiques. Alors, bien entendu que je suis le premier à prendre de la trithérapie, mais j'en prends très peu. Et puis, c'est à côté de ça, il y a d'autres choses à faire pour avoir l'équilibre. L'équilibre ne dépend pas d'un produit chimique uniquement. Bien entendu que ce sont des outils formidables pour survivre et dans certains cas de figure, et je suis le premier à l'utiliser, mais au-delà, à côté de ça, il faut remettre en question notre sédentarité abusive, notre malbouffe industrielle, notre pollution. C'est là le problème, et ça tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et moi, au quotidien, je suis gêné. Je pense que tout ça participe à cette désautonomisation de la personne. Mais on ne peut pas non plus prôner une liberté totale de faire où chacun se soignerait comme il l'entend. Il y a bien un juste milieu à trouver entre la responsabilité
des pouvoirs publics, Bien de entendu. la santé publique, et laisser une marge de liberté. Ça, je suis bien d'accord, et je pense que je ne suis pas homme politique, je n'ai pas la solution en tant qu'homme politique, mais j'ai juste en tant que citoyen, ce qui m'inquiète, c'est le poids des lobbies, tout simplement, qui font prendre des décisions. Voilà, tout le monde le sait encore. Il y a plein d'articles sur la question, mais je pense qu'il faudrait que notre société civile maintienne le poids des lobbies, pas au-delà de ce qui... C'est normal qu'une société veuille vendre du médicament, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de réflexions médicales, d'une recherche scientifique qui ouvre des portes dans certaines choses. Voilà, et là, je pense qu'on est dans une société qui s'embourbe de plus en plus dans des jeux d'argent, dans des pouvoirs financiers, et pas uniquement des pouvoirs intelligents de la médecine. Plus une autre problématique, c'est qu'est-ce que c'est que la science de nos jours ? La science, ça reste toujours basé sur la réflexion de Claude Bernard, c'est-à-dire une science qui pose des hypothèses, puis qui va les vérifier. Or, actuellement, on est entouré de gens qui ne parlent plus d'hypothèses, qui parlent de vérités scientifiques. Mais les vérités scientifiques sont ce qui était vrai il y a 50 ans ne l'est plus maintenant, et ce qui est vrai actuellement ne le sera pas dans 50 ans. Encore, je suis gentil, ça peut aller plus vite. C'est ce que disait Didier Raoult récemment dans oui. dans une émission. Il disait, la vérité en science, je ne sais pas ce que c'est, oui. je parle de la connaissance. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu pour vous un scientisme, il y a un scientisme ambiant, instrumentalisé, voilà, qui est politique, instrumentalisé. Ah ouais, c'est ça, exactement. Mais en même temps, je comprends. Alors, ayant coaché des hommes politiques à l'époque, je comprends très bien aussi. Je ne suis pas naïf, je sais bien que pour eux, c'est aussi une façon de donner, de crédibiliser leur action, donc de se servir de ce que la science dit à un moment donné. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand on ne laisse pas la place à une autre voie, à d'autres voies VOX, à d'autres voies, et VOIE aussi d'ailleurs, d'intervention. Moi, je suis pour, en tant que, on va dire que citoyen, inquiet par cette réduction des possibilités, de dire qu'il n'y a un seul chemin d'action. Non, bien entendu que oui, les médicaments c'est super, même les vaccins c'est super, c'est pas le problème, mais pas d'une façon univoque. Il y a d'autres pistes à réfléchir, et la science elle-même le dit, mais pas le scientisme. C'est pour ça que ça m'inquiète. Le monde de la culture, des artistes, en particulier du spectacle vivant, a beaucoup pâti des mesures de confinement, et elle a payé parfois très cher. Très cher. Et pourtant, à de rares exceptions près, qui l'ont parfois payé cher aussi d'ailleurs, il a été très silencieux ou très docile sur la politique sanitaire. Oui. Ça vous a étonné? Ça vous a choqué? Ça ne m'a pas étonné, parce que dans le milieu artistique, les gens ne sont pas très sensibilisés à leur santé. Il y a beaucoup. Alors, on va sortir un peu de l'image 68 arts du genre, ils passent leur temps à fumer de la coke, mais quand même, il y a dans le milieu artistique des rythmes de vie déjà qui sont complètement hystériques. On se couche trop tard, on voyage trop, on n'est pas toujours en moyen d'avoir une alimentation normale. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi les problèmes de substances qui circulent, la cigarette, voilà. Donc, c'est sûr que ce ne sont pas des gens... Bon, après, je généralise avec toujours l'idée qu'à l'intérieur de ça, il y a des artistes qui sont sensibles à leur qualité de vie. Je veux dire, Françoise Hardy, par exemple, que j'ai beaucoup fréquenté à l'époque, c'est quelqu'un qui fait attention, qui n'a jamais vécu ça. Mais d'autres artistes comme Johnny Hallyday ont eu beaucoup une vie d'excès. Voilà, une vie d'excès. Je ne dévoile pas des gros secrets. Donc, c'est sûr que dans ce milieu, il y a eu beaucoup de gens qui ont des rythmes de vie très déséquilibrés, et qui donc n'étaient pas sensibilisés à ce problème. Donc, quand on leur dit de prendre un médicament ou de prendre un vaccin, oui, ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas de vision sur ça. Donc, moi, je n'étais pas surpris. Alors que pourtant, ce problème de pandémie a effectivement réduit à néant les projets artistiques, plein de projets artistiques qui se sont arrêtés du jour au lendemain, des structures qui sont quasiment en déshérence parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Bon, les choses reprennent doucement, oui, mais en même temps, je ne suis pas surpris, parce que c'est pas le monde des artistes n'est pas précisément un monde qui s'intéresse, à part quelques personnalités, bien entendu. Il y a quelques personnes qui sont conscients, mais dans l'ensemble, ils ne sont pas très attachés à
à la bonne marche de leur alimentation et de leur gestion de vie. Oui, mais au-delà de ça, il y a l'aspect politique aussi. Est-ce ils sont capables parfois de s'engager pour des causes ou des sujets politiques et ils n'ont pas péché par conformisme ou par attentisme? Je pense que la dimension politique chez les artistes, elle va plutôt s'attacher à des problèmes de financement pour les projets. Enfin, c'est tout ce qui est sur la vie artistique. Où là, effectivement, il y a des engagements. Il y a plein d'artistes qui s'engagent pour se battre pour des convictions, parce que l'art pose des problèmes sociétaux qu'il faut résoudre, et alors est-ce que c'est l'État seul qui peut le faire, ou est-ce qu'il faut que la société civile s'en mêle? Là, il y a des gros questionnements. Le financement des opéras, par exemple, puisque c'est un domaine que j'ai bien connu. L'opéra, maintenant, est un art qui ne tient que par l'argent public, par exemple. Est-ce que c'est normal de continuer à dépenser autant d'argent quand on sait que l'opéra à Paris va presque bouffer un quart des ressources artistiques? Bon, je le livre le chiffre, il n'est pas exact, mais enfin, c'est l'idée que beaucoup d'argent part dans une vitrine. Est-ce que c'est opportun, en 2020, de continuer à faire ça, alors qu'il y a d'autres structures qui ont besoin? Bon, voilà, je dis pas, je pose juste la question. Et je pense que les artistes se sentent motivés par ces projets-là, mais qu'après, leur parler de la santé... ça reste quelque chose qui est beaucoup plus distant pour eux. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas tellement investis là-dedans. Et alors vous, qu'est-ce qui vous a construit cette liberté de ton, cette capacité à vous exprimer un peu en dehors des sentiers battus? C'est pas né de la dernière, épidémie, si l'on peut dire, mais c'est une vision philosophique. C'est le fait que moi, dès le départ, je suis un socratique dans la tête, c'est-à-dire pour moi, la dimension socratique qui est de s'intéresser à faire apparaître la vérité dans la discussion, déjà, ça c'est vraiment cette logique-là qui m'a toujours fasciné dès que j'ai découvert en philosophie à 15-16 ans toute cette démarche socratique de la construction de la vérité par l'échange, par le dialogue. Je crois que c'est là que se construit ma réflexion philosophique, et qu'à partir de là, je pense que tout se construit là-dessus, et que ce soit la santé ou l'art, je suis toujours dans cette volonté de faire avancer les choses. Et pour ça, il faut que ça soit, je viens aussi d'une famille quand même construite dans le socialisme, et que ça doit se faire, je parle de Jaurès, bien entendu, je parle de 36, donc avec des valeurs où on doit tous se mettre autour de la table, parler, communiquer, échanger et trouver des solutions. Et vous pensez que dans ce monde d'après, qui n'en finit pas de ne pas arriver, il y aura encore une place pour la liberté? Je suis très inquiet par le développement de ce qu'on appelle l'homme augmenté, de toute cette projection que l'on fait sur l'intelligence artificielle aussi, qui est en train de s'inscrire, de s'immiscer dans tous les interstices de notre vie, et qui fait que de plus en plus il y a une place. Moi, je ne suis pas fasciné du tout quand je vois cette machine qui porte le prénom d'une jeune fille dans une maison, à qui on parle, et qui n'est qu'une machine. Et le développement des robots aussi, sais pas que je suis contre, c'est juste que je m'inquiète sur qu'est-ce que va devenir l'humanité là-dedans. Et j'en reviens à mon travail sur le coaching. Le coaching, pour moi, c'est justement être en relation avec une personne et pas avec un ensemble. Et cette humanisation de la relation, elle se perd déjà dans le fait, par exemple, quand vous voulez téléphoner pour avoir accès à quelqu'un, vous tombez sur des machines, et vous avez de moins en moins la possibilité de parler avec quelqu'un pour expliquer. Et quand vous ne rentrez pas dans les cases, ça c'était déjà dit dans le film Le Père Noël est une ordure, quand vous rentrez pas dans les cases, vous n'existez plus. Et là, on est de plus en plus dans ce développement que je trouve inquiétant, à la fois sur la liberté individuelle, mais aussi sur cette projection philosophique de l'être humain. Si l'être humain se projette dans un siècle en étant avec des extensions électroniques, et on va devenir finalement des hommes bioniques, je trouve ça quelque part troublant. Et alors moi, je suis en fin de vie, je suis dans la dernière partie de ma vie, je le verrai peut-être pas, tout ça, sûrement pas, mais je pose la question, est-ce que c'est vraiment la projection de notre humanité, en tout cas? Et un mot pour finir, est-ce que vous pensez que la voix, justement, qui a été l'œuvre de votre vie,
échappera à ça, parce qu'il y a de plus en plus d'invasions électroniques ou informatiques, il y a l'autotune, mais qui est loin quand même encore aujourd'hui de la qualité d'une vraie voix. Oui, la voix, c'est l'identité sonore de la personne. C'est un peu comme les petites... Enfin, quand on met notre empreinte avec les doigts, comme on faisait sur les cartes d'identité, maintenant, on peut avoir les empreintes vocales, parce que Ouais. l'empreinte vocale de chacun, elle est tellement spécifique que d'ailleurs, très rapidement, ça va venir. Il va y avoir des serrures assez rapidement dans les années qui viennent, des serrures de nos maisons qui vont être activées par l'empreinte vocale de la personne. Ça, on sait le faire, parce que l'empreinte vocale, elle a une identité très forte. Donc effectivement, l'identité de la voix, c'est ce qui reste encore et qui me permet, moi, quand je fais travailler quelqu'un, de m'intéresser à ce qu'est la personne et de l'aider à se trouver, grâce à la voix, comme pour le travail sur le corps, c'est cette identité qui nous renvoie à ce que l'on est nous-mêmes. Mais tout ça, bien entendu, je ne sais pas combien de temps encore. Merci beaucoup, Richard Cross, de nous avoir C'était un accordé plaisir. cet entretien essentiel et d'avoir donné votre voix au chapitre. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à suivre éventuellement Richard Cross sur les réseaux sociaux sur lesquels il s'exprime tant qu'il est encore possible avec tout son franc-parler. À bientôt sur François.fr. Au revoir.